Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons dans votre émission Tribune de l'Excellence, un cadre exclusivement réservé au corps diplomatique accrédité à Dakar, mais également aux consuls et autres ambassadeurs. Ce soir, nous avons donc le plus grand plaisir de recevoir son Excellence, Monsieur Cheikh Gueye. Cheikh Gueye est ancien consul général du Sénégal à Jeddah, c'est en Arabie Saoudite. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, M. Kandé. Merci beaucoup. Très heureux de vous recevoir ici dans mon bureau. Tout à fait. Pour parler vraiment des questions diplomatiques ou même des questions, si vous voulez, nationales, si j'ose m'exprimer ainsi, et internationales à la fois. Je suis vraiment à votre disposition pour répondre à toute question que vous aurez à me poser. Merci. Voilà, merci beaucoup, Excellence. Alors, je le disais, dès l'entame de cette émission, en guise de présentation, vous êtes ancien consul général du Sénégal à Jeddah, en Arabie Saoudite. Ça, c'est depuis quelle période? Écoutez, moi, je suis nommé consul général du Sénégal donc en juin 2010 par son Excellence le Président de la République, Maître Abdoulaye Wade. D'accord. Qui, ma foi, en se fondant sur mon CV que je lui ai présenté, en ma qualité effectivement d'abord de trilingue, c'est-à-dire que, mais plutôt même traducteur bilingue arabe-français, compte tenu du fait qu'effectivement, là où il m'a affecté, donc, je dis que c'est un pays arabe, il parle exclusivement arabe et anglais à la fois. Donc, vu le CV que je lui ai présenté et aussi mon cursus en matière de diplomatie, il a eu vraiment, vraiment l'amabilité et en tout cas le plaisir de me nommer consul général du Sénégal à Jeddah en Arabie Saoudite, où effectivement j'ai pu en tout cas m'exceller pour effectivement arriver à en tout cas vendre davantage l'image du Sénégal dans les pays du Golfe. D'accord. Voilà. Vous parlez tout à l'heure des CV. On va pousser un peu pour voir le parcours de notre cher invité. D'abord, moi je suis maîtrisard Est-Lettres. Je voulais donc, après mes études justement au lycée Van Vollenhoven, appelé jadis, disons, enfin, Lamine Gueye appelé jadis lycée Van Vollenhoven, où j'ai pu décrocher mon bac série série L, plutôt, c'était A à l'époque, A3 à l'époque. Bac classique, A2. J'avais donc, je faisais arabe et latin et même allemand. Donc, une fois maintenant, je suis allé à l'université pour m'inscrire, pour continuer mes études universitaires à l'UCAD, où j'ai pu décrocher mon diplôme en maîtrise S-lettres, de mon bilingue arabe-français. C'est en ce moment-là que j'ai ouvert un établissement privé, laïque, donc complexe scolaire privé, intitulé Ababakar Laye, où je suis dans cet établissement professeur de S-lettres, professeur de français et arabe à la fois. Et encore une fois maintenant, je me suis lancé dans la politique à Diourbel, où je suis responsable politique. J'ai effectivement, je faisais partie, si vous voulez, du conseil municipal de Diourbel du temps d'Amin Tal en 2000. Abdoulaye Wade donc venait juste vraiment de venir aux affaires, de décrocher le pouvoir. Amin Tal à l'époque donc était notre mentor à Diourbel. Donc elle a pu gagner, disons, les élections municipales en 2001. Où je fus également nommé, si vous voulez, enfin, je suis adjoint au maire, je suis adjoint au maire chargé de la coopération décentralisée, compte tenu justement de mon cursus, du fait que je suis vraiment bilingue, où je pourrais peut-être décrocher sinon des partenaires dans les pays du Golfe et même aux États-Unis, où j'ai pu décrocher également des partenaires, parce qu'à l'époque, j'ai pu bénéficier d'un certain nombre donc, de matériel, je veux dire même des ordinateurs, et ce n'était pas évident à l'époque de décrocher en 2000, 2001, 2002, que j'ai mis à la disposition de la mairie de Diourbel. Tout ça fait qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir donc mes relations, je les ai donc étendues à travers le monde, compte tenu justement du fait que ce soit polyglotte, donc parlant 3 ou 4 langues. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, compte tenu de tout ça là, un jour, Abdoulaye Wade m'a appelé, il m'a reçu, et puis il m'a demandé mon CV que je lui ai présenté. Et après, maintenant, vu ce CV, il me dit que, mais écoute, à Jeddah, j'ai besoin d'un homme comme vous, d'un élément comme vous, parce que depuis 2 ans, le poste est resté vacant. Et comme j'ai pas, si vous voulez, donc,
le profil qu'il me faut pour vraiment occuper ce poste. Vous, compte tenu justement du CV que vous me présentez, je peux effectivement compter sur vous pour confier ce poste de consul général à Jeddah en Arabie Saoudite. Où effectivement, j'ai pu quand même décrocher pas mal de partenaires que j'ai fait venir ici à Dakar, à l'époque du temps de Abdoulaye Wade, où en tout cas, on a pu faire pas mal de réalisations ici au Sénégal à cause de mon antécédent avec justement dans ce pays, dans ce pays, disons, d'Arabie Saoudite, Tout à fait. où vraiment le Sénégal a pu bénéficier de tout cela à cause vraiment de mon expérience, de mon expertise, effectivement, de mes relations effectivement avec les Saoudiens. Voilà. Excellence, si vous le permettez, alors on va aborder l'actualité nationale. Vous savez, il y a de cela quelques jours, le Sénégal vient d'installer les nouveaux parlementaires, la 15e législature. Alors, une appréciation justement sur cette 15e législature et surtout les défis à relever pour les Sénégalais. Ben écoutez, je suis vraiment ravi encore de vous dire que effectivement, moi je fais partie d'ailleurs de ceux qui ont donc aidé, disons le Diomaye Sonko, évidemment en tout cas avoir une majorité confortable, j'ose même dire écrasante à l'Assemblée nationale, parce que n'oubliez pas que moi je fais partie effectivement de la conférence des leaders avec le mouvement ADD. Effectivement, donc nous sommes battus corps et âme, becs et ongles pour parvenir effectivement à aider, disons que le PASTEF à avoir une majorité écrasante à l'Assemblée. Parce que moi, n'oubliez pas que j'ai une base politique à Diourbel, parce que je suis le président d'un grand mouvement intitulé ADD, Alliance pour le développement de Diourbel. Je fais également partie de la conférence des leaders. Donc, le président Ousmane Sonko nous avait reçus au King Fahd il y a quelques encablures justement des élections législatives, où en tout cas, et comme nous sommes ses alliés, donc il nous a fait carrément comprendre qu'effectivement lui, en fait, il peut aller seul avec le PASTEF pour gagner ces élections. Donc maintenant, la conférence, vous êtes mes alliés. Si vous voulez, avec votre expertise, vous pouvez donc nous aider, à nous accompagner à avoir, disons, la majorité à l'Assemblée. Et compte tenu maintenant de votre expérience, de votre cursus, de vos diplômes, j'aurai besoin de vous quelque part dans le gouvernement. Et nous avons accepté, et nous l'avons accompagné. Moi, je suis descendu sur le terrain à Diourbel, et puis j'ai battu campagne avec coalition PASTEF, avec le parti PASTEF, et nous avons gagné très largement ces élections à Diourbel. Alors maintenant, effectivement, ce qui nous a valu, et je crois que c'est le cas dans tous les départements, dans les 46 départements aussi. Là également, le PASTEF a fait razzia dans tous ces départements-là. Et aujourd'hui, nous avons pu avoir une majorité écrasante à l'Assemblée, et c'est normal. Je pense que, comme les Sénégalais ont opté pour Diomaye Sonko, ils ont voté au présidentiel pour Diomaye Sonko, il va de soi, effectivement, aussi qu'on leur donne l'Assemblée pour qu'ils puissent gouverner à l'aise. C'est la continuité. Parce que je crois que c'est la continuité. Et je crois que c'est une suite logique que les populations ont fait, sur la coalition, le PASTEF. Parce que aussi si on les laisse, si on leur donne une majorité à l'exécutif, et qu'à l'Assemblée ils n'ont pas la majorité, ils ne pourront pas gouverner à l'aise. Voilà, et ce qui est, je crois que c'est une suite logique. Voilà, aujourd'hui nous avons une majorité écrasante à l'Assemblée, plus de 130 députés, et je crois que maintenant le PASTEF est très très à l'aise pour pouvoir gouverner. Voilà, justement, c'est là où je dois même en venir. Et il n'y a plus d'excuses maintenant, c'est vraiment la majorité étant obtenue, vous l'avez dit, 130 députés. Maintenant, je pense qu'il y a de quoi être optimiste quant à l'avenir, n'est-ce pas, du Sénégal. On parle de rupture et je pense que à partir de maintenant. Oui, moi je crois que tout le monde, le Sénégal doit se féliciter de cette victoire du PASTEF à l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, vous savez que le Sénégal, du temps de Macky Sall, je crois que les anciens dignitaires du régime de Macky Sall ont pillé, j'ose même dire, m'exprimer ainsi, le pays. Je ne dirais pas que tout le monde, mais la plupart de ces anciens dignitaires, ils ont dilapidé nos fonds, nos ressources, nos milliards, qu'ils ont cachés quelque part. Et je pense que le Sénégal, aujourd'hui, sur le plan économique, je crois que le président Sonko l'a dit dans une interview l'autre jour,
actuellement, que vraiment, les caisses sont vides. Bon, eux, ils ont presque dilapidé nos fonds. Macky Sall, il l'a fait. Il a pris la fuite. Il est allé se cacher au Maroc. Il ne va pas échapper, je crois. Hein? Oui. Et quelques-uns également de ses alliés, de ses affidés, aussi, ils se sont se cachés quelque part, soit au Canada ou au Maroc. Mais ils ne vont pas échapper. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Sonko, il avait besoin d'une majorité pour pouvoir mettre sur pied ce qu'on appelle le haute cour de justice. Oui. Pour pouvoir poursuivre ces anciens dignitaires. Et vous pensez que le président Macky Sall ne pourrait pas échapper justement à cela? Non, il ne peut pas échapper. Oui. Parce que bon, la haute cour de justice, elle est faite, elle est mise sur pied pour pouvoir poursuivre ces gens-là. Parce qu'ils ont dilapidé nos fonds, nos milliards. Et maintenant, avec la mise sur pied d'une haute cour de justice, tous ces anciens dignitaires de régime de Macky Sall vont être poursuivis. Et ils vont ramener nos milliards. Parce que le Sénégal en a tant besoin. Il ne faudrait pas aussi que cela ressemble, n'est-ce pas, à une sorte de règlement de compte. Non, ce n'est pas une question de règlement de compte. Oui, non, moi, je ne crois pas. Parce qu'en fait, règlement de compte, c'est le fait que la justice soit instrumentalisée. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, disons que la justice, comme elle est avec, comment dire, constituée, comme elle est constituée, oui. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le juges sont instrumentalisés pour prendre des décisions en faveur justement de l'exécutif. Non, ça c'est révolu. Maintenant, nous avons une justice indépendante, une justice qui rend des décisions, disons que de manière équitable, de manière impartiale. Aujourd'hui, si maintenant des rapports ont été déposés, donc sur la mise sur la pied, disons du pôle judiciaire financier, je crois que ça, on l'a aussi créé pour prendre la justice indépendante. Oui. C'est le pôle judiciaire financier qui va s'occuper de tout ça, en se fondant effectivement sur les rapports que l'IGE ou en tout cas la Cour des comptes ont déposés à ce sujet. Maintenant, il va falloir maintenant que ces gens-là soient convoqués et qu'ils soient traduits en justice et qu'ils s'expliquent, n'est-ce pas, sur les milliards qui ont été quelque part, ils ont dilapidés. D'accord, on parle même de réduction des comptes. On en a besoin, et ça, je pense, c'est une demande sociale. Parce qu'au moment où Sonko était en campagne, c'est lui qui avait promis aux Sénégalais qu'effectivement, si vous nous élisez, ben, nous allons faire de sorte que tous ces bandits-là qui ont volé nos milliards vont les rendre au bénéfice des populations du Sénégal. Oui. Donc je crois que ça aussi c'est quelque chose à saluer. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les populations donc ont hâte de donner une majorité écrasante à l'Assemblée, au parti PASTEF. D'accord. Je crois que ça, ne serait que ça, on en a besoin parce qu'actuellement vous savez que le pays, les gens souffrent. Oui. Les gens souffrent, il n'y a pas d'argent, l'argent ne circule pas. Et puis, il y a l'endettement qui dépasse les 80% du PIB. Et je crois que tout ça, c'est le régime de Macky Sall. Il faut que ces gens-là rendent compte. Il faut qu'ils viennent rendre compte. Oui. Sinon, vraiment, on n'aurait pas besoin de lire Ousmane Sonko et autres. Excellence, est-ce que aussi on peut tout mettre du côté négatif, justement, la gestion du régime précédent? Quand même, des réalisations ont également été faites quand même. Et assez concrète par le régime. Oui, mais écoutez, moi je pense que c'est toutes ces infrastructures-là qui ont été réalisées, mises sur pied, tout ça, c'était une manière aussi de s'enrichir par ailleurs, parce que c'était des surfacturations, tous azimuts. Tous les chantiers que vous voyez là, toutes les infrastructures-là que Macky Sall a réalisées dans ce pays, c'était une manière de s'enrichir. Disons que d'amener à une, disons, de faire une surfacturation leur permettra de s'enrichir après. Et ça, c'était juste pour justifier que justement leur réalisation. Mais en fait, le fond du problème, non, c'est parce qu'avec le PSE, ils ont pu bénéficier de pas mal de milliards. Oui, et ces milliards-là servaient effectivement à faire des réalisations, des infrastructures et autres. Mais partant de cela, alors le fondement de tout ça, le fond du problème, c'était une manière de s'enrichir et d'aboutir à des surfacturations qui leur permettaient de s'enrichir. Donc c'est ça aussi le fond du problème. D'accord. Et puis encore que Macky Sall, même s'il fait des réalisations, ben ça c'est normal parce qu'on a mis tout cet argent-là, on l'a mis à la disposition du peuple sénégalais, des populations. Donc il faudrait aussi que
que les populations puissent en bénéficier. Oui. Émile, lui, non seulement, c'est une manière également d'utiliser donc toutes ces réalisations-là pour justifier effectivement les milliards qu'ils ont dilapidés, qu'ils ont volés quelque part. D'accord. En passant par des surfacturations. C'est ça le fond du problème. Voilà. Donc, si c'était géré de manière rationnelle, pour l'intérêt exclusif des populations, on aurait compris. Mais ils en ont profité pour effectivement dilapider de l'argent, pour s'enrichir, pour faire des surfacturations, leur permettra d'avoir des milliards quelque part. Alors, et de cacher des milliards quelque part. Voilà. Parlons même à propos de cette gestion des nouvelles autorités. 10 mois déjà au pouvoir, on parle, le slogan c'est le Jubal Jubanti. Alors, les défis sont énormes, vous l'avez dit tout à l'heure, dans plusieurs secteurs. Comment voyez-vous, Excellence, les débuts de ce nouveau régime dirigé par Bassirou Diomaye Faye et avec Ousmane Sonko? Oui, bon, je pense que on peut avoir confiance à ces deux hommes-là. Parce qu'ils sont vraiment épris de paix, disons que de valeurs, d'éthique, sur lesquelles on peut se fonder pour effectivement espérer des lendemains meilleurs pour le Sénégal. Je pense que Ousmane Sonko et Diomaye, ce qui les anime, c'est pas le fait de s'enrichir au dos des Sénégalais. Et ils ont promis aux Sénégalais qui sont venus prendre le pouvoir pour effectivement, disons que, régler les problèmes des Sénégalais. Ce qui les intéresse, c'est ça. Et maintenant, gérer, disons que, les deniers publics de manière rationnelle au bénéfice exclusif des Sénégalais. Donc, disons que, faire de sorte que les nouvelles autorités-là, qui sont là, ne puissent pas, disons que, avoir en tout cas l'intention, disons, de s'enrichir, mais de se servir, mais plutôt de servir le Sénégal. Oui, tout à fait. Je crois que c'est ça l'adage de Djibouti. Parce que eux, ils ont toujours combattu, disons l'injustice. Ils ont toujours combattu le fait que des autorités puissent s'enrichir au bénéfice, disons que sur le dos des Sénégalais. Oui. Donc je crois que eux, ils ont compris cela. Et ils ont promis, et les Sénégalais aussi souffrent. Et aussi, n'oubliez pas que nous sommes à l'ère du pétrole, du gaz et autres ressources naturelles qui permet au Sénégal au moins d'avoir une fuite d'oxygène pour pouvoir effectivement au moins enfin tirer profit, n'est-ce pas, de ce que le pays leur apporte comme source d'énergie. Je pense que cela nécessite, si vous voulez, que des gens, que des dirigeants soient vraiment justes, soient si vous voulez, sérieux, honnêtes, pour pouvoir effectivement gérer à bon escient, disons, nos ressources, pour permettre à l'ensemble, aux populations vraiment d'en bénéficier. C'est vrai. Sinon, ce sera encore un groupuscule de personnes, disons une entité de dirigeants qui vont peut-être encore faire comme les autres, disons que dilapider nos fonds sans en profiter pour s'enrichir au dos des Sénégalais. Alors, vous en parlez, une bonne gestion, n'est-ce pas, de nos ressources, certes, c'est un des défis assez majeurs. Mais l'autre défi auquel l'État du Sénégal fait face, c'est la crise universitaire. Ça a commencé à l'université Assane Seck de Ziguinchor, à l'UCAD, même chose. Alors, vous-même, vous êtes dans le secteur. Comment analysez-vous tout cela, justement, Excellence? Oui, bon, c'est normal, parce que vous savez que la population universitaire est en train de grimper de manière exponentielle. Oui. Souvenez-vous, nous, quand on est étudiant, on ne faisait pas moins de 3 000, 4 000 étudiants à l'époque. Mais aujourd'hui, l'université, pour l'université Cheikh Anta Diop, on avoisine les 100 000 étudiants. C'est énorme. Et les moyens ne suivent pas. Et puis, souvenez-vous, disons que... Alors, les fonds qui ont été alloués, disons aux étudiants, c'est-à-dire aux bourses et autres, ou en tout cas au fonctionnement des CROUS, mais ces fonds-là, c'était que des chimères, c'était pas, c'était pas, disons, des vrais fonds. Donc ils ont inventé des fonds, ils ont triché sur les fonds alloués aux étudiants. C'est pas vrai. C'est-à-dire, quand ils disent qu'ils ont 300 milliards affectés
au secteur de l'université, de l'enseignement, dis-toi bien que c'est peut-être moins de 15 milliards, moins de 200 ou 100 milliards qui existent réellement sur les fonds de l'université de Dakar. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, comme eux, ils ont menti aux étudiants, ils leur ont fait comprendre qu'effectivement que maintenant les bourses, les fonds existent suffisamment. Et il faut que vous soyez payés effectivement. Donc quand eux ils sont venus, ils ont pris le pouvoir, ils se sont rendus compte qu'effectivement que tout ce que disait l'ancien régime par rapport aux fonds alloués aux étudiants était du faux. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, eux aussi, avec la conjoncture actuelle, avec l'endettement du pays du Sénégal, donc ils sont confrontés à des difficultés de sorte qu'ils ne parviennent pas à faire face aux charges, n'est-ce pas, disons alloués, en tout cas aux charges, aux fonds affectés aux étudiants. Oui. C'est ça le grand problème. Oui, c'est ça. L'ancien régime a menti aux étudiants. Oui. Eux, quand ils sont venus gérer le pouvoir, ils se sont rendus compte effectivement que ces fonds-là dont ils parlaient n'existaient pas réellement. Oui, c'était du faux. Maintenant, comment solutionner? Alors eux, ils ont des problèmes maintenant pour faire face à toutes ces charges-là, pour payer les bourses, pour prendre en charge la restauration des étudiants, l'hébergement et autres. Et même à l'achèvement des chambres, en tout cas des campus, dans certaines universités, à savoir l'université de Ziguinchor, ils ont commencé à construire des logements là-bas. Mais finalement, il n'y a plus de fonds pour continuer à construire, pour connaître les travaux. Et ça pose problème. Les étudiants sont en train de casser par-ci, par-là, de huiller, en tout cas de crier, d'incendier même certains véhicules, affectés au truc, à l'université de Ziguinchor, tout ça, c'est pour manifester leur colère, leur mécontentement, c'est vrai. Mais eux, le fond du problème, parce que l'État, je crois que le ministre de l'enseignement supérieur l'a dit, quelque part, qu'effectivement, que nous sommes prêts à payer vos bourses, mais dites-vous bien que les fonds que nous devons trouver sur place ne suffisent vraiment pas pour pouvoir faire face à toutes ces charges-là. C'est ça qui pose problème. Et ça, il l'a bien dit, le ministre de l'enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf. Il l'a bien dit aux étudiants. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de faire avec. Disons que les étudiants doivent faire preuve de patience. Comme maintenant, nous venons de prendre le pouvoir, il faudrait maintenant qu'on attende qu'on vote d'abord le budget, parce que vous savez que je pense qu'aujourd'hui, dans ce mois de décembre, au courant du mois de décembre, je crois que le budget va être 2025 va être voté. Maintenant, une fois que le budget est voté, maintenant, évidemment, il y aura des fonds qui seront alloués, affectés en tout cas aux différentes universités. Absolument. Et que par contre, peut-être à partir de ce moment-là, les solutions vont être trouvées. Alors, Excellence, parlons de toute autre chose, de la diplomatie sénégalaise. Aujourd'hui, comment voyez-vous cette diplomatie des nouvelles autorités, donc avec le président Bassirou Diomaye Faye, surtout en Afrique, mais également au-delà même de l'Afrique avec ses partenaires dans le monde? Eh bien, je pense que Bassirou Diomaye Faye a très compris que exclusivement les choses bougent, surtout en matière de diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une diplomatie, disons, diplomatie, quoi. C'est-à-dire sur une coopération, si vous voulez, se fondant sur simplement des aspects culturels, sociaux et autres, culturels, sociaux et autres, mais plutôt une diplomatie économique. Maintenant, je pense que l'heure est à la diplomatie économique. Et je crois que Bassirou Diomaye Faye a très bien compris. Parce que si vous voulez, son premier déplacement, son premier voyage, c'était en Chine. Oui. Parce que vous ne voulez pas que notre premier partenaire en matière de coopération diplomatique, en matière de coopération économique, diplomatique, c'est la Chine. Aujourd'hui, il s'est rendu en Chine. Et il a pu décrocher pas mal de partenaires chinois qui sont prêts à venir investir aussi au Sénégal. Je crois que c'est quelque chose à saluer. Et après, maintenant, il s'est rendu en Turquie, là aussi également, il a pu décrocher des partenaires. Parce que là, lui, il fonde sa diplomatie sur une diplomatie économique. Et je crois que c'est ça aussi à saluer. Et l'heure est à ça maintenant. Parce qu'on a besoin d'un partenariat gagnant-gagnant. Et le Sénégal est très attractif en termes de coopération. Oui. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, dispose pas mal de ressources. Le Sénégal aussi offre un cadre très approprié pour effectivement, disons que, permettre aux pays développés, en tout cas, de pouvoir compter sur le Sénégal pour eux-mêmes
eux-mêmes se développer davantage. Tout à fait. Bon, donc je crois que ça aussi, après maintenant la Chine, la Turquie, vous savez que Diomaye aussi s'est rendu récemment au Qatar, en Arabie Saoudite également, au Qatar. Parce que je crois que Abdoulaye Wade aussi l'avait compris au départ. Parce que nous, notre premier partenaire privilégié, c'est quoi? C'est la France. C'est la France. Et là, ça change, ça bouge. Parce que la France elle-même a des difficultés pour pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, si vous voyez, avec le côté politique, économique, autre, la France, maintenant, l'ignane, la France, bopum la tal, comme on dit. Aujourd'hui, Diomaye a compris. Et je crois qu'Abdoulaye Wade aussi l'avait compris au départ. Quand il venait de prendre le pouvoir, ici, il a tenu le dos aux Français pour aller maintenant, disons que, s'allier aux Saoudiens et autres. Aujourd'hui, ce qui a permis à Abdoulaye Wade de dire qu'aujourd'hui, non, ça, on a suffisamment d'argent, on a suffisamment de fonds pour fonctionner. Là, je crois que Abdoulaye Wade, en un moment donné, il savait que Abdoulaye Wade était très liquide. Parce que là, il a compris très tôt que la coopération, il faut plutôt se tourner vers les pays du Golfe, les pays arabes. Demain aussi, il a compris, il est allé se rendre au Qatar récemment. Donc, les Qataris également, ils ont bien apprécié la présence de Diomaye dans ce pays. Et je crois que le discours que Diomaye a apporté, en tout cas donné aux Qataris, ça les a séduits. Et ça leur a permis effectivement de compter davantage sur le Sénégal pour pouvoir mettre sur pied vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Je crois que ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, Diomaye a pu les séduire. Et je crois que si vous écoutez bien son discours à Qatar, à Doha, je crois qu'il a même eu l'occasion de se rencontrer avec Karim Wade également. Je crois que Karim Wade aussi, il ne faut pas négliger ça. Parce que Karim, il ne faut pas le considérer prendre comme un opposant ou en tout cas comme un ennemi. Mais Karim également a une expertise avérée en termes d'ingénierie financière. Parce que vous savez que Karim est en train d'aider pas mal de pays africains pour pouvoir s'en sortir. Et je crois que pourquoi pas au Sénégal, où il a occupé de hautes fonctions. Sénégal avec de hautes fonctions. Il peut aider Diomaye également à pouvoir décrocher des financements, en tout cas un partenariat gagnant-gagnant au Qatar. Je crois que ça, il faut le prendre sous cet angle-là. Et ne pas le considérer comme un opposant. Parce qu'il y en a qui disent que oui, Diomaye ne devrait pas rencontrer Karim, parce que Karim doit de l'argent, plus de 138 milliards, qui doit au Sénégal, il est allé se cacher à Doha et autres. Non. Je crois que ça, c'est une affaire politicienne. Je crois que moi, je n'ai jamais cru à cela. C'est Macky Sall qui avait voulu instrumenter la justice pour pouvoir condamner Karim, pour pouvoir le faire sortir du pays. Mais Karim et Abdoulaye Wade ont toujours servi le Sénégal. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on dépasse tout cela. Que Abdoulaye Wade, que Diomaye peut compter sur Karim pour pouvoir décrocher, disons que des partenaires au Qatar. Puisqu'au final, c'est le Sénégal qui en gagne, qui en bénéficie. Voilà. Alors, ne pas prendre ça sous notre angle. Oui, je crois que c'est une aberration. Voilà. Alors, Excellence, toujours dans le cadre de ces partenariats, de ces coopérations, il y a l'Afrique, le continent africain, en particulier le Sénégal, et une sorte de reconquête. Il y a la France, mais il y a les grandes puissances, encore la Chine. Mais aux yeux de la Russie, récemment, vous avez entendu donc l'appel du président Vladimir Poutine au président Bassirou Diomaye Faye. Comment vous analysez tout cela? Oui, ça veut dire que donc le Sénégal, comme on dit, tout le monde courtise le Sénégal. Oui, absolument. Parce que comme je dis que le Sénégal est un pays très attractif. Le Sénégal a l'avantage d'avoir, disons, de pouvoir attirer des investisseurs. Est-ce que ce n'est pas un coup de D'abord, c'est à cause de sa stabilité. Politique, parce que le Sénégal, c'est que cette démocratie au Sénégal n'est pas n'importe quelle démocratie. Elle est saluée, elle est appréciée par pas mal de partenaires, pays étrangers. D'abord c'est ça, et puis nous sommes aussi à l'oreille du pétrole et du gaz. Et puis également aussi le Sénégal, sur le plan climatique, sur le plan, disons, pas mal de choses. L'environnement est favorable pour un partenariat et la stabilité au Sénégal. Donc aujourd'hui, tous ces pays-là ont tendance à venir coopérer avec le Sénégal. Et ça, je crois que c'est un avantage du Sénégal. C'est l'avantage que le Sénégal a. Aujourd'hui, avec Poutine également, c'est la même chose. Parce que n'oubliez pas que Macky Sall s'est une fois rendu en Russie. Et pour effectivement calmer les Russes, effectivement, parce qu'il y avait la montée, la hausse du prix du blé, Et évidemment, Macky Sall, une fois, s'est rendu à ça. Et depuis lors, donc les Russes aussi ont notre regard sur le Sénégal. Que le Sénégal n'est pas n'importe quel pays, que la coopération avec le Sénégal, ça peut permettre à la Russie, disons, d'avoir, des marchés, d'ouvrir des marchés pour le Sénégal. Et je crois qu'il va de leur intérêt eux-mêmes. Et ça, ils l'ont compris. Maintenant, c'est pourquoi d'ailleurs, comme Diomaye vient en tant que président jeune,
qui vient donc de décrocher le pouvoir, je crois qu'il va de soi qu'effectivement, que cette coopération-là puisse se réaliser, n'est-ce pas, avec l'ère Diomaye, quoi. Voilà, donc parlons du Sénégal en Afrique. Alors, le continent africain, avec les grandes institutions telles que l'Union africaine, telles que la CEDEAO, le Sénégal étant membre, mais vous avez vu cette fragilité, eh bien, la CEDEAO qui est un peu fragilisée par le départ de beaucoup d'autres pays, par le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il faut tenir compte de la situation sécuritaire, n'est-ce pas, dans la sous-région. Je fais allusion, n'est-ce pas, au Sahel. Comment voyez-vous justement tout cela, une analyse par rapport justement à l'engagement du Sénégal, mais aussi à la situation sécuritaire même dans le Sahel? Oui, c'est vrai, vous savez que bon, là aussi c'est un peu compliqué et complexe avec la situation au Sahel, avec les pays du Sahel. La CEDEAO, elle est fragilisée, c'est vrai, parce qu'il y a certains pays qui ont voulu donc tourner le dos à la CEDEAO pour créer leur propre entité. Je veux dire donc le Mali, le Niger, le Burkina, donc pour créer leur propre CEDEAO, Alliance des États, voilà, donc, du Sahel. Le Sahel, quoi. Donc c'est ça qu'ils veulent créer. Donc, et tourner le dos à la CEDEAO. Je pense que ça peut fragiliser, c'est vrai, que la CEDEAO. Moi, je pense que il aurait été beaucoup plus intéressant de se retrouver autour d'une table avec tous ces pays-là, africains-là, qui constituent la CEDEAO, parce que je crois que pour mieux prendre en charge les préoccupations des Africains, parce que vous savez que la sécurité africaine elle-même, elle est menacée partout avec si vous voulez, les comment ça s'appelle, disons que les militaires au Mali, la présence de trucs, comment on les appelle encore, j'ai oublié. Les Wagner, vous parlez? Oui. Les djihadistes. Les djihadistes, tout ça au Mali et tout ça. Et je crois que c'est une menace réelle pour l'Afrique. Et ça peut même, disons que, se déplacer même jusqu'à nos pays, là. Parce que je crois qu'on ne peut pas tout du truc autour de l'arrêter. Maintenant, si on est divisé, si l'Afrique est divisée elle-même, je crois qu'elle ne pourra pas faire face à toutes ces menaces-là sécuritaires dont l'Afrique a besoin. Donc je pense qu'aujourd'hui, il serait intéressant que les pays africains se retrouvent autour d'une table pour mieux se souder, pour faire face effectivement aux différents défis, n'est-ce pas, qui secouent le continent africain. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs défis pour l'Afrique. D'abord, il y a la menace, disons, des djihadistes. Il y a également... avec les changements cycliques, donc l'agriculture ne répond plus à ces, disons que ne rassure plus, si vous voulez, que une nette suffisance alimentaire. Donc aujourd'hui, si vous voyez avec la production donc l'arachide aujourd'hui, cette production elle est très très en deçà de ce qu'on a l'habitude d'avoir, parce que plus de 1 million et quelques tonnes, on a l'habitude d'avoir plus de 1 million de tonnes. Aujourd'hui, on se retrouve avec moins de 800 000 tonnes. Et malgré tout ça, le Sénégal va pouvoir peut-être tirer, le pays va pouvoir encore avoir besoin au moins de 500 000 tonnes pour pouvoir alimenter ses usines, ses huileries et autres. Et le reste maintenant le vendre aux différents partenaires et autres. Je crois que là aussi, tout ça c'est des défis réels. C'est-à-dire voir comment on peut arriver à maîtriser une agriculture stable dans ce pays en assurant de l'eau, suffisamment d'eau, en formant autosuffisance alimentaire. Et au Sénégal, on parle souvent de l'autoroute de l'eau. Et tout ça, c'est des défis. Maintenant, si l'Afrique est divisée, ça pose problème. Il faudrait maintenant qu'on fasse tout pour essayer, en tout cas, de stabiliser l'Afrique. Et c'est à travers seulement ces institutions-là, à savoir la CEDEAO, qu'on peut parvenir à... Sinon, tout ça, c'est les pays développés qui vont en tirer profit. Diviser pour mieux régner, diviser l'Afrique pour mieux s'imposer, s'implanter donc dans nos différents États et pour mieux encore nous exploiter. Parce que comme si on dit l'union fait la force, moi je pense qu'aujourd'hui l'Afrique n'est pas très très bien développée. L'intérêt de l'Afrique, c'est se souder, c'est de parvenir à être une seule entité pour faire face aux différents défis qui nous interpellent en tant que pays africain. Oui, je pense que les nouvelles autorités l'ont compris, d'autant plus que le Sénégal, en tout cas, apparemment, a de bonnes relations avec ces pays tels que le Mali, la Guinée. Vous avez vu cette complicité avec Mamadi Doumbia et justement le Niger également. Et cela est important. Alors, Excellence, nous allons aborder la dernière partie de cet entretien. Vous fûtes
ambassadeur, n'est-ce pas, sinon consul général, n'est-ce pas, du Sénégal en Arabie Saoudite. Donc vous connaissez bien, n'est-ce pas, les pays arabes et également des pays du Golfe. La situation aujourd'hui préoccupante dans la bande de Gaza, quelle réflexion cela suscite-vous en vous, justement? Je pense que cette situation, on peut trouver tout de suite une solution par rapport à ce problème de la bande de Gaza. Si aujourd'hui les pays musulmans étaient réunis autour de l'essentiel, pouvoir combattre, si vous voulez, Israël, pour affaiblir Israël, ils parviendraient à le faire. Malheureusement, oui, c'est ça. Il y a les États-Unis qui sont derrière. Il y a les pays, l'Occident qui est derrière ce phénomène de Gaza. Parce que vous savez que Gaza aussi renferme un certain intérêt économique pour ces pays-là. Parce que toute la richesse du Moyen-Orient se situe au Gaza. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eux, ils sont là que pour déstabiliser davantage les Palestiniens, pour occuper leur sol. Et ça, c'est une injustice que tout le monde doit combattre. Tous les musulmans doivent se réunir autour d'une table pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Parce que c'est les États-Unis, c'est l'Occident qui aujourd'hui, disons qu'à l'origine de ce phénomène. L'Occident est à l'origine de ce phénomène. Il faudrait maintenant que les pays musulmans le comprennent de cette manière. Comment parvenir à mettre fin à cette guerre? Aujourd'hui, Trump est au pouvoir. Ce sont eux-mêmes qui ont implanté une ambassade en pleine Palestine, au Gaza, pour encore davantage, disons que donner de la force à l'Israël. Et je crois que cela, regardez le Hezbollah, on en tue plus de 20 000, 40, 50 000 par mois de personnes, des enfants déplacés, des familles déplacées, tuées, violentées. Je pense que ça aussi, tout ça, c'est l'Occident qui est à l'origine, qui est derrière. Et vous parlez de cette décision, n'est-ce pas, des pays musulmans. Même les pays musulmans sont complices. Si nous prenons le cas de l'Arabie Saoudite, oui, justement, si nous prenons le cas, parce que ces pays-là, ils sont de connivence avec l'Amérique. Parce que vous savez que l'Amérique aussi est un partenaire privilégié de l'Arabie Saoudite. Oui. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite, l'Iran par exemple, la Chine, la Russie, sont en train de s'organiser pour pouvoir, disons que, mettre fin à cette guerre de Palestine. Maintenant, comme vous savez que les Juifs, ils sont constituent une majorité aux États-Unis d'Amérique, et vous savez que aussi l'actuel président Trump est un Juif. Oui. Et évidemment, lui, son intérêt, c'est de pouvoir faire poursuivre cette guerre, pouvoir écouler leurs armes, leur armement. Tout ça, il y a des soubassements économiques qui justifient tout cela. Maintenant, les pays musulmans, c'est eux-mêmes qui doivent s'organiser, qui doivent dire à l'Occident, niet, ce sont nos frères palestiniens qui sont en train d'être tués, déplacés, violentés. Il faudrait qu'on mette fin à tout cela. Tant que les pays musulmans ne se réunissent pas autour de table, ne s'organisent pas pour pouvoir faire face à tout cela, je crois que c'est toujours la Palestine qui est toujours la perdante dans tout ça. Et aujourd'hui, si vous êtes au sud du Liban, le Hezbollah, vous avez vu ce qui se passe? Oui, c'est vraiment... On tue des gens par-ci, par-là. Oui, c'est des choses à condamner. On écrase des immeubles. Mais pourquoi tout ça? C'est parce qu'il y a toujours là, il y a toujours l'Occident qui est là derrière. Il y a également les pays arabes qui laissent faire. Et je pense qu'eux aussi sont leurs frères qui sont en train d'être malmenés, d'être tués, d'être violentés. Il faudrait qu'eux aussi qu'ils s'organisent pour mettre fin à tout cela. Tant que les pays arabes, les pays musulmans, dans leur ensemble, ne s'organisent pas, ne se retrouvent pas autour d'une table pour dire niet, pour dire non à Israël, je crois que le même phénomène va continuer. Et jusqu'à quand, on ne sait pas. Ah oui, parce que c'est ça c'est la véritable interrogation. Jusqu'à quand cette guerre va terminer? Voilà, c'est ça. Oui. Et aujourd'hui, Trump est au pouvoir. Et ce n'est pas en tout cas Trump qui va mettre fin à cette guerre. Ah oui, vous pensez? Ah oui, non. En tout cas, il l'avait promis en campagne électorale. Oui, mais il ne va pas le faire. C'est un juif. Lui, il est là disons que pour préserver les intérêts exclusifs des juifs dans la bande de Gaza. Mais et pourtant, les Nations Unies ont condamné
l'attitude, n'est-ce pas, de Benjamin Netanyahu. Il serait même épinglé, justement. Oui, mais les Nations Unies, c'est vrai. C'est vrai que tout le temps, on condamne, mais l'application pose problème. Oui. On laisse toujours faire. La guerre continue. Est-ce que cela ne pose même pas la crédibilité même des Nations Unies dans la résolution de ce conflit? Mais on ne peut plus compter sur les Nations Unies pour mettre fin à cette guerre-là. C'est terminé. Parce que les Israéliens, disons, ne respectent même pas les Nations Unies. Parce que simplement, il y a toujours les États-Unis qui sont derrière tout ça, derrière ce phénomène. Donc, tant que les États-Unis sont là pour appuyer les Israéliens, pour leur donner de la force, pour mettre à leur disposition des armes, tant que ce phénomène-là existe, la guerre va toujours continuer dans cette contrée. Ouais. Alors, merci, Excellence. Nous arrivons au terme de cet entretien. Juste peut-être un mot à l'endroit des téléspectateurs qui vous suivent. Oui, d'abord, surtout vous remercier pour avoir bien voulu faire effectuer ce déplacement. Merci. Donc, venir m'accorder une interview. Merci. Pour parler effectivement des questions nationales et internationales. Absolument. Je remercie également votre caméraman, comment il s'appelle? Amadou. Amadou ici, vraiment, qui a bien voulu t'accompagner. Oui, pour merci venir donc prendre les images. Les images. Je crois que vous êtes toujours un patriote que je connais. Oui, merci beaucoup. Votre patriotisme, votre engagement. Merci beaucoup. Pour toutes les questions qui secouent, non seulement le Sénégal, mais aussi les pays, l'international. Merci beaucoup. Donc, je vous encourage, je vous félicite. Merci. Et puis, je dis que, merci encore une fois pour avoir bien voulu effectuer ce déplacement. Et je crois que je ne fais que vous féliciter et vous encourager parce que ce que vous faites n'est pas évident. Oui. Parce que vous savez que, comme vous le savez, que le temps est précieux et vous avez voulu donc bien voulu donc utiliser votre temps pour venir me prendre. Et je crois que tout ça, je vous en remercie, je vous en félicite. Merci beaucoup. Et je vous dis bonne continuation. Très bien, merci. Et puis voilà. Merci et puis, beaucoup. Bonne réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. En tout cas, le plaisir est partagé. Nous aussi, nous sommes très ravis, n'est-ce pas, d'être là. Et merci encore une fois de nous avoir accordé vraiment cet entretien. Merci. Malgré votre calendrier assez chargé. Merci. Mais vous avez bien voulu nous donner au moins un temps également pour pouvoir s'exprimer sur des questions extrêmement importantes de l'heure. Encore une fois, merci. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Tribune de l'Excellence. Nous avions comme invité son Excellence Monsieur Cheikh Gueye. Cheikh Gueye fut ancien consul général du Sénégal à Jeddah, c'est en Arabie Saoudite. Et vous avez entendu avec lui, nous avons eu à décortiquer certains aspects de l'actualité nationale et internationale. On remercie vraiment toute l'équipe qui nous a aidé justement pour la réalisation de cet entretien. Amadou, mention spéciale à toi. On va se donner rendez-vous, Inch'Allah, très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Tribune de l'Excellence. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.